le 21 décembre 1898. Paris, France. À l'intérieur d'une remise en bois encombrée, balayée par les vents d'hiver de la rue Laumont, des fils serpentent, reliant de fragiles ballons de verre, tandis que dans les coins bourdonnent doucement des batteries chimiques primitives. Le toit de verre fuit, le sol en terre battue est jonché de poussière de charbon et de taches d'acide renversées. La température intérieure est à peine supérieure à celle de la rue enneigée. Dans ce local sombre et impropre à la science, autrefois un amphithéâtre anatomique, 2 personnes sont penchées sur une table de laboratoire, Pierre et Marie Curie. L'air est épais de vapeurs âcres qui brûlent les yeux et les poumons. Marie, dont les mains sont couvertes de brûlures chimiques et de poussière sombre incrustée, ajuste avec soin un appareil complexe. Dans la pénombre de la remise se joue le destin de l'une des découvertes les plus grandes et les plus mortelles de l'histoire de l'humanité. Imaginez cet instant. Vous êtes debout dans une grange parisienne froide, emmitouflé dans votre manteau. Devant vous, pas de laboratoire moderne au chrome étincelant et à l'émail blanc. Ici, l'air sent l'ozone, l'humidité et le sulfure d'hydrogène. Les instruments avec lesquels ces 2 travaillent sont assemblés à la main à partir de laiton, de quartz et de bois. Marie regarde intensément dans l'oculaire d'un microscope, suivant le plus fin pétale doré d'un électromètre, tandis que Pierre ajoute des poids microscopiques sur le plateau d'une balance. Il cherche ce que l'œil ne voit pas, l'oreille n'entend pas et le toucher ne sent pas. Il chasse une énergie invisible. Pour comprendre comment Marie Curie s'est retrouvée dans cette grange glaciale, il faut remonter quelques années en arrière. À la fin du XIXe siècle, la physique traversait des bouleversements incroyables. En 1895, le physicien allemand Wilhelm Röntgen a stupéfié le monde en découvrant des rayons capables de traverser le corps humain. Les rayons X sont devenus une sensation mondiale. Des photographies de squelettes de personnes vivantes étaient publiées dans les journaux du matin, attirant l'attention aussi bien des scientifiques sérieux que des charlatans de foire. Sur la lancée de cette folie, en 1896, le scientifique français Henri Becquerel découvrit par hasard quelque chose d'autre. Il laissa des sels d'uranium dans un tiroir sombre de son bureau, par-dessus des plaques photographiques non développées. Lorsqu'il développa les plaques, il y vit des silhouettes sombres. L'uranium émettait ses propres rayons, inconnus de la science, sans aucune source externe de lumière ou d'énergie. Cependant, les rayons de Becquerel se révélèrent faibles. Ils ne produisaient pas d'image claire des os et semblaient ennuyeux pour la communauté scientifique. Quelques mois plus tard, le monde de la physique s'en désintéressa, se reconcentrant sur les rayons X spectaculaires. L'uranium fut oublié. Mais pas pour Marie Skłodowska-Curie. L'émigrante polonaise qui avait eu du mal à se frayer un chemin jusqu'à la Sorbonne de Paris cherchait un sujet pour sa thèse de doctorat. Elle n'avait pas besoin de sujets à la mode. Ce sont ces rayons de Becquerel, oubliés, faibles et mystérieux, qui l'ont attirée. Pourquoi un morceau de roche émet-il spontanément de l'énergie ? D'où vient cette force si la substance n'est ni chauffée, ni éclairée, ni soumise à des réactions chimiques ? Cela contredisait les lois fondamentales de la physique de l'époque, selon lesquelles l'énergie ne pouvait pas apparaître à partir de rien. Le directeur de l'école municipale de physique et de chimie industrielle, où enseignait son mari Pierre, céda à contre-cœur à Marie un local pour ses expériences, le même hangar abandonné avec un toit de verre. Marie n'avait pas de budget pour la recherche, pas d'assistant, mais elle avait un intellect incroyable et l'invention géniale de son mari. 15 ans auparavant, Pierre Curie, avec son frère, avait découvert l'effet piézoélectrique, la capacité des cristaux de quartz à produire de l'électricité sous une pression mécanique. Sur la base de cet effet, Pierre a conçu une balance piézoélectrique à quartz, un appareil d'une précision sans précédent capable de mesurer les courants électriques les plus infimes dans l'air. Marie a appliqué cet appareil de manière géniale. Elle a compris que les rayons d'uranium rendaient l'air environnant conducteur d'électricité.
En mesurant la force de ce courant à l'aide de l'invention de Pierre, elle pouvait déterminer avec précision l'intensité du rayonnement de n'importe quel matériau. Ce fut un tournant décisif. La science passa des plaques photographiques floues de Becquerel à des mesures mathématiques rigoureuses. Le travail monotone et épuisant commença. Marie examinait un élément chimique après l'autre. Cuivre, or, platine, plomb, bois, pierre, des centaines d'échantillons passèrent dans son électromètre. Le silence du laboratoire n'était rompu que par le craquement des planchers en bois et le tic-tac discret de l'horloge. Bientôt, elle fit la première découverte importante. L'uranium n'était pas le seul élément rayonnant. Le thorium, un métal lourd, possédait exactement les mêmes propriétés. Il devint clair que l'émission de rayons n'était pas une anomalie unique de l'uranium, mais une propriété physique entièrement nouvelle de la matière. Marie inventa pour cela un nom qui entrerait à jamais dans toutes les langues du monde, la radioactivité. Mais le véritable choc attendait la chercheuse. Marie commença à tester les minéraux naturels qui lui avaient été confiés par les conservateurs du musée. Parmi eux se trouvait la pegblende, un minerai lourd et noir extrait des mines de Bohême. Marie connaissait le pourcentage exact d'uranium contenu dans ce minerai. Selon ses calculs, le minerai aurait dû émettre une quantité d'énergie définie et très modeste. Mais l'aiguille de l'électromètre devint littéralement folle. La pechblende s'avéra 4 fois plus radioactive que l'uranium pur. Marie n'en croyait pas ses yeux. Elle répéta l'expérience 10 fois, 20 fois. Le résultat restait le même. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Les mathématiques étaient implacables. Si l'uranium pur rayonnait moins, c'est que quelque chose d'autre se cachait dans la roche noire. Quelque chose d'inconnu de la science. Une nouvelle substance dont la radioactivité dépassait de loin celle de l'uranium, mais qui était présente en si petite quantité dans le minerai que l'analyse chimique traditionnelle ne pouvait la détecter. C'était une déclaration incroyablement audacieuse. À la fin du XIXe siècle, le tableau de Mendeleïev semblait presque complet et déclarer la découverte d'un nouvel élément sur la seule base de courants électriques invisibles dans l'air équivalait à une hérésie scientifique. Pierre Curie fut tellement stupéfait par les résultats de sa femme qu'il abandonna ses propres recherches sur les cristaux pour rejoindre Marie. Désormais, ils travaillaient comme une seule entité. Leur tâche consista à isoler cet élément inconnu de la blende résineuse. Mais comment trouver ce qui est moins qu'un grain de sel dans un seau de sable dans le minerai? L'étape d'un travail véritablement pénible commença. Marie et Pierre commandèrent des tonnes de déchets de blende résineuse des mines de Joachimsthal. D'énormes sacs de poussière brune furent déchargés directement dans la cour de la remise. Marie, femme de constitution fragile, se transforma en ouvrière. Elle se tenait dans la cour, sous la pluie et le soleil brûlant, traitant des centaines de kilogrammes de minerai dans d'énormes chaudières en fonte remplies d'acide bouillant. Elle remua pendant des heures la masse bouillante avec un lourd levier de fer dont la longueur dépassait sa propre taille. Des vapeurs empoisonnées de sulfure, d'hydrogène et de chlore remplissaient la cour, se déposaient sur les vêtements, pénétrèrent dans la peau et les cheveux. Ils dissolvèrent la roche, précipitaient des composés chimiques, filtraient les solutions, évaporaient les liquides et mesuraient à nouveau la radioactivité de chaque goutte, de chaque grain de sable. Ce qui ne rayonnait pas était jeté. Ce qui faisait dévier l'aiguille de l'électromètre était conservé pour une purification ultérieure. Des mois de travail épuisant, brise-os, des centaines de nuits blanches dans une grange glaciale. Et ainsi, vers le milieu de l'année 1898, ils purent isoler une substance des centaines de fois plus active que l'uranium. Marie nomma ce nouvel élément chimique le polonium, en l'honneur de sa patrie lointaine et divisée, la Pologne. Ce fut un triomphe, mais la célébration fut assombrie par une énigme. La solution restante après l'extraction du polonium
émettait toujours une énergie monstrueuse. Les appareils de mesure affichaient des valeurs incroyables. Le polonium n'était que la pointe de l'iceberg. Dans les résidus de ce liquide noir se cachait un autre élément, infiniment plus puissant et dangereux. Décembre était arrivé. Le vent soufflait dans les interstices de la remise de la rue Laumont, tandis que Marie et Pierre achevaient un autre cycle de cristallisation. Ils étaient sur le point de faire une découverte qui non seulement leur vaudrait leur premier prix Nobel, mais changerait à jamais la compréhension de ce qui compose l'univers, ouvrant à l'humanité la voie vers l'ère atomique, une voie éclairée par une lumière d'un bleu pâle, d'une beauté mortelle. Le 26 décembre 1898, les époux Curie firent une déclaration historique à l'Académie des sciences françaises. Ils annoncèrent officiellement l'existence d'un autre élément chimique, totalement nouveau et incroyablement actif. Ils le nommèrent le radium, du mot latin radius, rayon. Mais il y a une chose à déclarer mathématiquement l'existence d'un élément en se basant sur les lectures de l'électromètre, et une autre chose à le produire sous forme pure, afin de mesurer son poids atomique et de le présenter à une communauté scientifique sceptique. Sans un échantillon pur, les chimistes de la vieille école refusaient de reconnaître le radium comme réel. La bataille commença et dura près de 4 longues années. Marie devait traiter des volumes inimaginables de déchets industriels. Le gouvernement autrichien fit don aux scientifiques français du premier lot de poussière d'uranium brut provenant des mines, mais les Curie payèrent la livraison à Paris de leurs propres économies, très maigres. Les premières tonnes de pechblende furent livrées dans la cour de l'école de physique et de chimie industrielle. Imaginez ce processus épuisant et monotone. Marie travaille avec de lourds sacs de minerais, dont le poids atteint parfois 80 livres. Elle verse une poussière corrosive dans d'énormes chaudières en fonte, y ajoute des acides agressifs, de l'eau et des alcalis. Elle fait bouillir cette boue à ciel ouvert, remuant la masse bouillonnante pendant des heures avec une lourde tige de fer. La fumée âcre lui ronge les yeux, l'acide laisse des taches sur son gros tablier de travail. Ensuite, la solution obtenue est filtrée à travers un tissu épais, le sédiment est jeté et le liquide purifié est lentement évaporé dans des coupelles en porcelaine. C'était la méthode de cristallisation fractionnée. Le radium cristallise du soluté légèrement moins bien que le barium, avec lequel il est étroitement mélangé dans la roche. En refroidissant le liquide bouillant, Marie attendait attentivement que les premiers cristaux les plus lourds apparaissent au fond du creuset. Ce sont eux qui étaient légèrement plus riches en radium que l'eau restante. Elle les séparait soigneusement, les redissolvait dans de l'eau distillée, les ramenait à ébullition et les refroidissait à nouveau. Des centaines, des milliers de fois. À chaque nouvelle tasse, la concentration de radium augmentait régulièrement, mais le volume de la substance elle-même diminuait de façon catastrophique. D'une tonne entière de roches d'origine, on n'obtenait qu'une maigre poignée de cristaux. Les conditions de travail étaient véritablement infernales. En hiver, l'eau gelait dans les bassines et Marie devait briser la glace pour laver les fioles en verre. En été, le toit vitré de la remise transformait le laboratoire en une serre étouffante. Les gaz toxiques n'étaient pas évacués par la ventilation, qui n'existait tout simplement pas. Marie commença à souffrir d'une toux constante. Ses mains devinrent rouges, la peau du bout de ses doigts craqua, s'épaissit et commença à peler par couches à cause du contact permanent avec des solutions hautement actives. Pierre, qui passait chaque minute libre à ses côtés, souffrait de douleurs atroces aux jambes, aux bras et au dos. Les médecins lui diagnostiquèrent une forme grave de rhumatisme, lui conseillant de se reposer davantage et de changer de climat. Les scientifiques eux-mêmes attribuaient leur état à un simple surmenage, à une mauvaise alimentation et à l'humidité des hivers parisiens. Personne dans le monde ne savait alors que les rayons invisibles qui traversaient leur corps chaque jour détruisaient leurs cellules, tuaient leurs moelles osseuses et les brûlaient lentement, mais inexorablement vifs. Mais le radium était trop fascinant pour être considéré comme un ennemi. Intrigués par l'effet des rayons sur les tissus vivants,
Pierre Curie mena une expérience cruelle sur lui-même. Il attacha un tube à essai contenant des sels de radium à son avant-bras pendant 10 heures. La peau devint rouge, puis se couvrit de cloques, et une ulcération profonde et douloureuse se forma sur son bras qui ne guérit pas pendant plusieurs mois. Au lieu d'être effrayé, Pierre tira une conclusion géniale. Si le radium détruit si efficacement les tissus sains, il pourrait peut-être détruire aussi les cellules malades, par exemple les tumeurs cancéreuses. Cette découverte marqua le début de la curithérapie, une forme précoce de radiothérapie, qui sauva par la suite des millions de vies. En 1902, après 45 mois d'un travail physique et intellectuel épuisant, Marie atteignit enfin son but. Sur 8 tonnes de minerai, elle obtint exactement 1/10 de gramme de chlorure de radium pur. C'était une minuscule pincée de poudre blanche, à peine visible au fond d'un tube à essai en verre, ressemblant à du sel de table ordinaire. Mais cette poudre possédait des propriétés incroyables. Elle était 1 million de fois plus radioactive que l'uranium. Elle dégageait spontanément de la chaleur, restant toujours plus chaude que l'air ambiant, et, plus étonnant encore, elle brillait. Un soir, après un dîner frugal, Marie et Pierre décidèrent de retourner dans leur laboratoire de la rue Lomont. Ils ouvrirent la porte grinçante, mais n'allumèrent pas les lampes à gaz. Dans l'obscurité de la grange froide, ils virent un véritable miracle. Sur des tables rudimentaires en bois, des étagères et dans des armoires vitrées, se trouvaient des dizaines de fioles et de coupes contenant des solutions de différents degrés de pureté. Toutes émettaient une faible, mais absolument distincte luminescence, bleu pâle, pulsante. Marie écrira plus tard dans ses journaux que ces éprouvettes lumineuses ressemblaient à de minuscules feux d'artifice féeriques flottant dans l'obscurité. Le radium brillait de lui-même, sans électricité, sans préillumination par le phosphore, projetant une lumière fantomatique et froide sur les visages des chercheurs fatigués, malades, mais absolument heureux. Cette lumière leur semblait un don magique de la nature, une source infinie d'énergie pure, capturée dans du verre fragile. La découverte du radium pur provoqua un véritable séisme scientifique. En juin 1903, Marie Curie soutint brillamment sa thèse de doctorat à la Sorbonne. Le comité de professeurs aux cheveux gris, après avoir examiné son travail, l'a reconnue à l'unanimité comme la plus grande contribution scientifique jamais apportée dans le cadre d'une thèse de doctorat dans toute l'histoire de la science. Le monde extérieur au calme du laboratoire commença à changer rapidement. En décembre de cette même année 1903, l'Académie royale des sciences de Suède prit une décision historique. Initialement, le comité Nobel avait l'intention d'attribuer le prix de physique uniquement à Henri Becquerel et Pierre Curie, ignorant la contribution de Marie en raison de son sexe. Mais Pierre, en apprenant cela, écrivit une lettre catégorique à Stockholm, déclarant qu'il refuserait la récompense si le nom de sa femme n'était pas inclus dans la liste des lauréats, car c'est à elle qu'appartenait l'idée originale et la plus grande part du travail acharné. Le comité céda. Le prix Nobel de physique fut décerné à Becquerel, ainsi qu'à Pierre et Marie Curie. Marie devint la première femme dans l'histoire de l'humanité à recevoir cette récompense des plus prestigieuses. Cependant, la cérémonie de remise des prix solennels en Suède s'est déroulée sans leur participation. Ni Pierre ni Marie n'ont pu traverser l'Europe pour recevoir les médailles en personne. La raison officielle invoquée était un emploi du temps chargé d'enseignement et un mauvais état de santé. Pierre pouvait à peine tenir debout en raison de violentes crises de douleur et Marie était épuisée de manière critique. Le tueur invisible, qu'ils avaient extrait des profondeurs de la terre avec tant d'amour, avait déjà commencé à prélever son terrible tribut sur leurs organismes. Néanmoins, le prix Nobel changea leur vie du jour au lendemain. Le modeste couple de scientifiques se retrouva du jour au lendemain célèbre dans le monde entier. Les journaux de tous les continents publiaient leurs portraits en première page. Les journalistes assiégeaient leurs petites maisons et leurs laboratoires pendant des jours, les empêchant de travailler. Le mot « radium » devint le terme le plus à la mode et le plus discuté de l'époque. Une fièvre mondiale du radium commençait.
Les entrepreneurs et les industriels comprirent rapidement que cette nouvelle substance pouvait leur rapporter des millions de bénéfices. Pierre et Marie se sont retrouvés face à un choix éthique majeur. Ils n'auraient pas pu breveter le processus de purification du radium et devenir ainsi parmi les personnes les plus riches de France, s'assurant des conditions idéales pour leurs recherches futures. Ou bien, ils auraient pu offrir leur découverte au monde en publiant tous les détails techniques gratuitement. Dans l'esprit du véritable idéalisme scientifique, le couple Curie n'a pas hésité une seule minute. Ils ont catégoriquement refusé le brevet. Le radium, selon leur ferme conviction, appartenait à toute l'humanité et non à des individus. Ils ont publié leur méthode en détail, ouvrant la voie à la production de masse du radium en Europe et en Amérique. Cette noble décision a offert au monde la salvatrice radiothérapie, mais elle a aussi ouvert la boîte de Pandore, introduisant la radiation dans la vie quotidienne de millions de personnes ignorantes. Le début du XXe siècle a été marqué par une véritable folie entrée dans l'histoire sous le nom de « fièvre du radium ». Le refus de Marie et Pierre Curie de déposer un brevet a conduit à une croissance rapide des usines de traitement du minerai d'uranium dans toute l'Europe et aux États-Unis d'Amérique. L'extraction de minuscules grains de métal lumineux est devenue une industrie incroyablement rentable. Bientôt, un gramme de radium pur coûtait une somme astronomique, $100 000 américains, ce qui en faisait la substance la plus chère de la planète. Mais au lieu de rester exclusivement dans les murs des laboratoires scientifiques rigoureux et des cliniques médicales, la radiation s'est déversée dans les rues des villes, directement sur les étagères des pharmacies et des magasins de nouveautés. À cette époque, personne ne comprenait la véritable nature et la menace cachée du rayonnement. Les sels qui brillaient dans le noir semblaient aux gens l'incarnation de l'énergie vitale concentrée, littéralement, le soleil liquide. Des hommes d'affaires entreprenants ont commencé à ajouter cet élément mortel à absolument tout. Imaginez les étagères des boutiques luxueuses de Paris et de Londres de l'époque. Sur elles, des pots de crème de jouvence enrichis au radium qui promettaient aux acheteuses fortunées un littéral éclat de la peau de l'intérieur. À côté, se trouvait un dentifrice radioactif garantissant un sourire éclatant de blancheur et la santé des gencives. Les usines produisaient du chocolat au radium, du pain au radium et même des cruches spéciales en céramique avec un revêtement intérieur en uranium. Les gens versaient de l'eau ordinaire dans ces cruches, laissaient reposer toute la nuit et le matin buvaient une décoction radioactive, croyant fermement qu'elle les guérirait de l'arthrite, de la cécité, de la dépression et des problèmes digestifs. Des médecins charlatans prescrivaient des injections de radium et des bains radioactifs pour améliorer le tonus général du corps. On pensait que les rayons stimulaient la croissance des cellules saines et détruisaient les microbes. Le radium était utilisé dans les costumes de scène pour que les danseuses brillent mystérieusement sur la scène sombre et appliqué par milliers de litres sur les cadrans des montres-bracelets et des boussoles afin qu'ils indiquent l'heure la nuit. Le monde est tombé passionnément amoureux de la radiation, absorbant volontairement et aveuglément le poison chaque jour qui passe. Et pendant que des millions de personnes savouraient l'illusion d'une santé radioactive, les véritables pionniers de ce miracle s'éteignaient lentement. Au début de 1906, Pierre Curie se sentait tout simplement mal. Ses jambes lui faisaient mal constamment, ses os le tiraillaient si fort qu'il ne pouvait pas dormir la nuit sans gémir. Il lui était même difficile de s'habiller seul le matin. Marie souffrait également de fatigue chronique, d'une perte de poids spectaculaire et d'inflammations douloureuses au bout craquelé de ses doigts. Leur laboratoire était toujours jonché de poussière radioactive. Ils respiraient du radon, un gaz radioactif qui s'échappait continuellement des fioles ouvertes. Leurs vêtements, leurs carnets, leurs meubles en bois, tout était imprégné jusqu'à la moelle par le rayonnement mortel. Mais eux, comme le reste du monde, refusaient de croire que leur précieuse découverte les tuait méthodiquement. Ils mettaient obstinément cela sur le compte d'un volume de travail colossal, d'une mauvaise ventilation
et de l'absence de repos normal en pleine nature. La conclusion tragique survint soudainement et, paradoxalement, la radiation n'y fut pas directement liée. Le 19 avril 1906, le temps à Paris était couvert et incroyablement pluvieux. Pierre Curie assistait à une réunion de l'Association des professeurs de la Faculté des sciences. Vers 2h30 de l'après-midi, il quitta la réunion et se dirigea vers la maison d'édition pour relire les épreuves de son nouvel article scientifique. Il pleuvait des cordes. Les rues étaient déjà couvertes de boue glissante et de pavés mouillés. Pierre marchait avec son parapluie ouvert, profondément absorbé dans ses pensées, réfléchissant probablement à de nouvelles expériences sur les champs magnétiques ou la radioactivité. Il s'approcha d'un carrefour animé dans la rue étroite Dauphine. La circulation était chaotique. Calèches, piétons armés de parapluies, charrettes à cheval se mêlaient en une foule bruyante. Pierre s'avança distraitement sur la chaussée, essayant de contourner un fiacre arrêté. Au même instant, un lourd fourgon de transport, tiré par une paire de puissants percherons, surgit à vive allure de derrière l'attelage. Le cocher criait désespérément, tirant sur les rênes et tentant d'arrêter les animaux effrayés, mais il était trop tard. Pierre, dont les mouvements étaient entravés par sa maladie des rayons progressives, ne put reculer à temps. Le cheval de tête le heurta de sa poitrine. L'universitaire glissa sur les pavés mouillés et tomba directement sous la charrette. La roue arrière gauche du lourd fourgon, chargé de plusieurs tonnes d'équipements militaires, lui passa sur la tête. La mort fut instantanée. L'un des plus grands esprits de son temps, l'homme qui a révélé les secrets de l'énergie atomique invisible, est mort de manière absurde dans un accident de rue à l'âge de 46 ans. La nouvelle de la mort de Pierre fut un coup dévastateur pour Marie. Lorsque le frère de Pierre lui annonça cette terrible nouvelle, elle ne cria pas et ne pleura pas en présence d'étrangers. Elle resta figée, comme si elle s'était instantanément changée en pierre. Les témoins se souvenaient de son visage complètement vide, sans une once de sang. Ce jour-là, Marie ne perdit pas seulement un mari qu'elle aimait, elle perdit le seul homme au monde qui comprenait jusqu'au bout son génie, son partenaire de laboratoire, son fidèle compagnon. Elle resta veuve avec 2 jeunes filles à charge, Irène, âgée de 9 ans, et Ève, âgée de 6 mois. Le gouvernement français, conscient de l'ampleur de la perte pour la science nationale, proposa immédiatement à Marie une pension d'État pour perte de soutien de famille. Cependant, elle refusa catégoriquement cet argent. « Je suis encore jeune et tout à fait capable de gagner ma vie pour moi et mes enfants », déclara-t-elle froidement aux fonctionnaires stupéfaits. Elle savait que Pierre ne souhaitait qu'une chose, que les recherches sur le radium se poursuivent à tout prix. Et Marie, avec une obstination fanatique, décida de consacrer le reste de sa vie à la science, se plongeant tête baissée dans un travail harassant qui était désormais pour elle le seul moyen possible d'étouffer son chagrin insupportable. La mort soudaine de Pierre plaça la Sorbonne dans une situation délicate. La chaire de physique, créée spécialement pour lui, se retrouva sans titulaire. Jusqu'à ce moment-là, aucune femme en France n'avait jamais occupé le poste de professeur d'université. Cela était considéré comme absolument impensable dans le monde strict et conservateur de la science académique dominé par les hommes. Mais la direction de l'université comprenait parfaitement qu'il n'existait qu'une seule personne au monde capable de poursuivre la grandiose œuvre de Pierre Curie. En mai 1906, la faculté des sciences prit une décision sans précédent et historique. Marie Skłodowska Curie fut officiellement nommée au poste qu'occupait son défunt mari. Elle devint la première femme professeure de toute l'histoire de la Sorbonne, vieille de plus de 600 ans. Le 5 novembre 1906. Ce jour-là devait avoir lieu la première conférence de Marie dans son nouveau statut. Les rumeurs de cet événement sans précédent se sont immédiatement répandues dans tout Paris. Bien avant le début de la conférence, l'immense amphithéâtre de la faculté de physique était bondé. Les étudiants étaient assis directement sur les marches de pierre, les journalistes se tenaient serrés dans les allées, les dames de la haute société, aux immenses chapeaux à plumes, se pressaient aux côtés de professeurs éminents et chevelus. Tous attendaient un spectacle émouvant. On s'attendait à ce que la veuve, le cœur brisé,
commence son discours par un long panégyrique de son défunt mari, qu'elle éclate peut-être en sanglots ou prononce un discours poignant sur son lourd destin de femme. Exactement à 1h30 de l'après-midi, la lourde porte en chêne s'ouvrit. Une femme frêle, d'une pâleur mortelle, vêtue d'une stricte robe noire, entra dans l'amphithéâtre. Un silence absolu et assourdissant s'installa instantanément dans la salle. Marie s'avança d'un pas ferme vers la longue table en bois, jonchée d'instruments de mesure, jeta un regard froid à l'auditoire bondé et commença à parler. Elle ne dit pas un mot de Pierre, pas un mot de ses sentiments personnels. D'une voix calme, égale et un peu sèche, elle prononça la première phrase. « Lorsque nous examinons les progrès réalisés dans le domaine de la physique au cours des 10 dernières années, nous sommes frappés par les changements qui se sont produits dans nos conceptions de l'électricité et de la matière. » C'était la phrase exacte avec laquelle Pierre Curie avait terminé sa toute dernière conférence. Marie a simplement poursuivi son travail à partir du même point, sans laisser couler une seule larme devant un public avide de sensations. Immédiatement après la conférence, elle est retournée dans son laboratoire, retournée à ses solutions chimiques luminescentes et mortellement dangereuses. Devant elle, l'attendaient de longues années d'une solitude incroyable, de nouveaux triomphes scientifiques brillants, un second prix Nobel sans précédent et la destruction finale et impitoyable de son propre corps par le radium qu'elle aimait si fidèlement. Après la mort tragique de Pierre, la vie de Marie est devenue une obsession. Le laboratoire est devenu sa seule véritable maison, et les éléments radioactifs, ses seuls compagnons fidèles. Elle travaillait 16 heures par jour, ignorant la faiblesse croissante, les bourdonnements dans ses oreilles et la détérioration progressive de sa vue. En 1910, après des années de manipulations chimiques épuisantes, Marie a accompli ce que beaucoup considéraient comme physiquement impossible. Elle a finalement isolé du radium métallique pur, prouvant au monde entier qu'il ne s'agissait pas simplement d'un composé chimique, mais d'un élément indépendant méritant sa propre place dans le tableau périodique de Mendeleïev. Ce travail colossal n'est pas passé inaperçu. En décembre 1911, l'Académie royale des sciences de Suède a pris une décision sans précédent. Marie Curie a reçu un 2e prix Nobel, cette fois en chimie, pour ses services exceptionnels au développement de la chimie par la découverte des éléments radium et polonium, par l'isolement du radium et par l'étude de la nature et des composés de cet élément remarquable. Elle est devenue la première personne dans l'histoire du monde à recevoir 2 prix Nobel dans 2 disciplines scientifiques différentes. À ce jour, cet exploit reste unique chez les femmes scientifiques. Mais le destin réservait à Marie une nouvelle épreuve terrible. En août 1914, la Première Guerre mondiale éclata. Les troupes allemandes avançaient rapidement vers Paris, menaçant de s'emparer de la capitale. Le gouvernement français s'est précipitamment évacué vers Bordeaux, suppliant les citoyens de sauver le patrimoine national. Marie a personnellement rassemblé tout le stock de radium de France. Une minuscule éprouvette pesant 1 gramme, placée dans un lourd conteneur en plomb de 20 kg. Elle a secrètement transporté cette précieuse cargaison par train jusqu'à Bordeaux et l'a cachée dans un coffre-fort bancaire, puis est retournée immédiatement dans le Paris assiégé. Elle devait sauver non seulement la science, mais aussi des vies humaines. Imaginez un hôpital de campagne de cette époque, insalubrité, gémissements des soldats blessés, chirurgiens travaillant à l'aveugle, tentant d'extraire des éclats d'obus et des balles de corps mutilés profondément dans les tranchées. Sans diagnostic précis, l'amputation devenait souvent le seul moyen de sauver la vie d'un soldat de la gangrène. Marie comprenait que les rayons X, découverts 20 ans plus tôt, auraient pu changer radicalement la situation. Mais les appareils à rayons X étaient encombrants, fragiles et ne se trouvaient que dans les grands hôpitaux urbains. Il n'en existait tout simplement pas sur le front. Marie résolut ce problème avec son ingéniosité pratique caractéristique. Elle inventa des unités radiologiques mobiles. Utilisant ses relations, elle réquisitionna des voitures particulières ordinaires auprès de riches Parisiens et les convertit en cliniques radiologiques mobiles. Une dynamo, entraînée par le moteur de la voiture,
était installée dans le compartiment de chargement pour générer l'électricité nécessaire à l'appareil à rayon X. Une chambre noire pour le développement des plaques photographiques était située à proximité. Ces machines reçurent le surnom affectueux de petites curies. Mais qui allait conduire ces engins complexes à l'avant ? Les médecins militaires faisaient cruellement défaut, et ceux qui étaient présents ne savaient pas manipuler le matériel le plus récent. Marie, qui avait alors presque 50 ans, s'installa elle-même au volant de l'un des fourgons. Elle emmena avec elle sa fille aînée, Irène, âgée de 17 ans, et ensemble, elles partirent pour la ligne de front, au cœur de l'enfer de la Première Guerre mondiale, sous le fracas des obus d'artillerie et les cris des mourants. Ils travaillaient dans des conditions épouvantables, dans la boue, par le froid, sans nourriture ni sommeil adéquat. Marie formait personnellement des chirurgiens militaires à lire les radiographies, leur montrant l'emplacement exact des éclats d'os et des shrapnels. Elle a organisé plus de 200 salles de radiologie fixes dans les hôpitaux de campagne et a formé 150 femmes volontaires à l'utilisation de l'équipement. Au cours des années de guerre, plus d'1 million de soldats blessés sont passés par les petites curies. Des radiographies précises ont permis aux chirurgiens de réaliser des opérations délicates, sauvant des dizaines de milliers de mains et de jambes d'amputations inutiles. Marie Curie, la plus grande scientifique théoricienne, s'est transformée en ange gardien de l'armée française, travaillant jusqu'à la taille dans le sang et la boue, s'exposant elle-même à d'énormes doses de rayons X sans aucun équipement de protection. La guerre était terminée, mais la bataille de Marie pour sa propre vie ne faisait que commencer. Dans les années 1920, les conséquences de l'exposition aux radiations devinrent évidentes et terrifiantes. Les ouvrières des usines, qui appliquaient la peinture lumineuse au radium sur les cadrans des montres, commencèrent à mourir en masse de nécrose de la mâchoire et de cancer des os. Elles avaient l'habitude de lécher leurs pinceaux pour les affiner. La fièvre du radium fit place à une panique terrifiée. Le radium, autrefois considéré comme une panacée pour toutes les maladies, se révéla un tueur lent et impitoyable. Le corps de Marie a également commencé à se détériorer. Sa vue est tombée à près de 0 en raison d'une cataracte sévère causée par des années d'exposition aux radiations. Il a fallu 4 opérations oculaires complexes pour qu'elle puisse simplement distinguer les grandes lettres et continuer à donner des conférences. Des acouphènes constants la rendaient folle. Elle a développé une forme très grave d'anémie aplasique. La moelle osseuse, brûlée par des décennies de rayonnement, ne pouvait plus produire de nouveaux globules rouges. Malgré des douleurs atroces et une cécité progressive, Marie a refusé jusqu'au dernier jour de reconnaître que c'était le radium qui la tuait. Le radium était son enfant, sa plus grande réussite, son lien avec le défunt Pierre. Elle ne pouvait croire que cet élément magnifique, brillant dans le noir, l'avait trahie. Jusqu'à sa mort, elle a porté des ampoules contenant des isotopes de radium dans les poches de sa blouse de laboratoire, admirant périodiquement leur lueur froide et pulsatile. Le 4 juillet 1934, au sanatorium de Saint-Selmoz dans les Alpes françaises, Marie Curie s'est éteinte paisiblement. Son corps était tellement imprégné de radiation qu'elle fut enterrée dans un cercueil doublé de plomb. Même aujourd'hui, un siècle plus tard, ses notes de laboratoire, ses journaux intimes, ses livres de recettes et même les meubles de son bureau restent si radioactifs qu'ils sont conservés dans des boîtes plombées à la Bibliothèque nationale de France. Tout chercheur souhaitant consulter les originaux des écrits de Marie Curie doit signer une décharge spéciale et porter un costume de protection. Son héritage est aussi controversé que grandiose. Elle a ouvert la porte à l'ère nucléaire, donnant à l'humanité la clé de la source d'énergie la plus puissante de l'univers, l'énergie cachée à l'intérieur de l'atome. Ses travaux ont ouvert la voie à la création de centrales nucléaires, à la radiothérapie contre le cancer et à des découvertes révolutionnaires en médecine. Mais cette même découverte a conduit à la création de l'arme la plus destructrice de l'histoire et aux tragédies d'Hiroshima et de Tchernobyl.
Marie Curie n'était pas simplement une chimiste de génie ou la première femme à recevoir 2 prix Nobel. C'était une personne qui a littéralement donné sa vie pour la connaissance, se frayant un chemin pas à travers l'obscurantisme, les préjugés et la souffrance physique pour éclairer le plus grand mystère de la matière. Et cette lumière, mortellement dangereuse, mais infiniment belle, illumine encore notre monde.